Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation à ces colloques. Moi, du coup, donc, je vais vous présenter un site qui a été conçu par l'IREPS d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui s'appelle Savoir d'intervention, avec ses focus sur les écrans. J'espère de pouvoir vous apporter en tout cas des éléments, merci, des éléments peut-être complémentaires par rapport à tout ce qui a été déjà dit cette matinée. Donc, les sites, il a été créé dans le cadre d'un dispositif en Auvergne-Rhône-Alpes, un dispositif qui s'appelle Émergence, qui est un dispositif qui est porté effectivement par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, il est financé par l'ARS, mais il s'appuie aussi sur un réseau de partenaires que vous voyez là et qui a comme objectif celui d'améliorer la qualité des pratiques en promotion de la santé par la mobilisation de la recherche et du transfert des connaissances. Madame Stiles en a déjà parlé rapidement, elle a déjà évoqué cette question du transfert des connaissances. Or, juste, donc, je vais vous donner des petits éléments de contexte, peut-être en réalisant des choses qui ont été déjà dites ou que vous savez déjà, et je m'en excuse éventuellement, mais c'est important pour comprendre un peu la façon dont les sites il a été conçu, à quoi ça va répondre. Donc, disons que dans le cadre de la théorie du transfert des connaissances, qui nous vient voilà, en partie du management au Japon et aussi du Canada, on peut considérer qu'il y a deux types de connaissances qui sont les connaissances explicites, qui sont issues effectivement de la littérature, qui sont des connaissances formalisées dans des rapports, des articles, des synthèses, des revues de littérature, et donc notamment de la recherche scientifique, et des connaissances tacites, qui se réfèrent effectivement au bagage de connaissances qu'on va construire en alliant sa propre expérience. C'est quelque chose qui renvoie, par exemple, comme l'évoquait Madame Stevens ce matin, à tout ce qui est dès lors de savoir situer, etc. Dans le cadre de la théorie du transfert de connaissances, on considère que les processus de construction de la connaissance naît effectivement de l'interaction entre ces deux connaissances, donc explicites et connaissances tacites. Alors, ça, c'est déjà quelque chose qui était... il ne fallait pas attendre les transferts de connaissances, les théories de transfert de connaissances pour dire ça. Il y avait déjà Descartes, Locke, Immanuel Kant qui ont parlé de ça bien avant. Or, dans le domaine de la santé, mais ça c'est quelque chose qui a été déjà évoqué, donc l'articulation entre ces deux connaissances n'est pas toujours évidente. Pourquoi? D'un côté, on voit que les savoirs issus de l'expérience professionnelle sont rarement formalisés et donc rarement partagés. Et voilà, on reste plutôt à raconter, donner des astuces éventuellement à notre collègue. De l'autre côté, les savoirs issus de la recherche sont explicites, certes, et donc disponibles, mais ne sont pas toujours accessibles ni facilement exploitables. Parce que peut-être que les professionnels, les décideurs, ils n'ont pas forcément dans leur pratique, pas forcément le temps de s'y intéresser. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles, c'est souvent en anglais, et donc il y a toute une série de difficultés à s'en approprier, en sachant aussi que l'effet que des connaissances soient accessibles, tout simplement, ne garantit pas l'effet qu'ils seront utilisés. Pourquoi? Parce que par toute une série de raisons, c'est-à-dire voilà bon les addictions, si vous permettez les raccourcis, aujourd'hui l'OMS reconnaît par exemple le développement des compétences psychosociales comme un anticorps au niveau de la lutte contre les addictions. Et donc, Rebecca Shankland et ses collaborateurs, comme recommandation, nous disent que pour développer les compétences psychosociales, il faut établir une cohérence éducative qui implique l'implication, par exemple, des parents. Bah, d'accord, moi, acteur de terrain, j'ai dit, d'accord, il faut que j'implique les parents, comment je vais faire? Et on voit que
c'est pas toujours facile. Je jette pas la pierre contre les parents, hein. C'était juste pour donner un exemple. Mais voilà, ils sont pas forcément toujours disponibles. Il y a des familles par rapport à qui c'est compliqué, etc. Donc, pour répondre à tout ça, il y a effectivement les transferts de connaissances en promotion de la santé qui va mettre du coup en dialogue ces deux dimensions un peu, voilà, de manière assez simplifiée, mettre en dialogue les connaissances issues de la recherche, les connaissances issues du terrain, de manière à que il n'y a pas une approche, disons, unidirectionnelle. Du coup, il n'y a que les chercheurs qui produisent de la connaissance et de leur côté, du coup, les professionnels de terrain qui vont s'en servir, mais vraiment dans une dimension effectivement interactive, les transferts de connaissances va intégrer les savoirs expérientiels aussi au savoir scientifique. Et donc, les utilisateurs, donc les acteurs des terrains qui s'insèrent de ces connaissances-là, vont devenir eux-mêmes coproducteurs de la connaissance. Donc, voici une petite définition du transfert des connaissances. Donc, c'est un processus qui va impliquer ces interactions entre ces différents groupes d'acteurs qui vont jouer à leur tour un rôle dans la production, les relais et l'utilisation des connaissances, en sachant donc que ces processus va contribuer à la production des données probantes sur les interventions avec donc ces petits schémas, mais celui de Madame Stevens, c'était beaucoup plus complet et intéressant ce matin. On a donc les données scientifiques, les recommandations et la synthèse, les données sur l'évaluation, les actions validées et les savoirs issus de l'expérience aussi qui vont tous nourrir ce qu'on appelle les données probantes sur les interventions. En sachant qu'effectivement, l'idée, c'est que ces données probantes qui vont croiser tous ces différentes ressources soient utiles effectivement à la pratique. On peut s'en servir, on peut en faire quelque chose, elles vont faire sens pour les professionnels. Donc, les sites savoirs d'intervention, c'est le résultat d'une démarche que nous, on appelle la démarche ACDC, du coup, à la croisée des connaissances. Qui est donc une démarche qui consiste, dans une première étape, à aller chercher effectivement tout ce qui existe au niveau de la littérature scientifique sur un sujet. On a abordé différentes thématiques. Donc là, on va, par exemple, par rapport aux écrans, on est allé rechercher tout ce qui sont les données scientifiques, les recommandations et aussi des capitalisations et des évaluations d'actions déjà existantes. On a organisé dans tous les départements de la région des ateliers dans lesquels on a invité, pour ainsi dire, des professionnels qui avaient déjà de la bouteille, comme on dit en français, sur sur la thématique qu'on allait explorer. Et ensuite, donc, on a recueilli leur savoir. On a recueilli leur savoir dans des moments qui étaient à la fois vraiment de l'échange des pratiques, mais vraiment plutôt du focus group, vraiment de l'ordre du recueil des savoirs avec des grilles. Je ne rentre pas dans le détail, pour aller ensuite croiser ces différents éléments et donner lieu à les sites. Donc, savoir d'intervention qui est en ligne et qui a fêté hier la naissance de la nouvelle thématique santé sexuelle. Donc, comme je vous disais, on a travaillé sur plusieurs thématiques, dont les écrans, la compétence psychosociale, la nutrition et tout dernièrement la santé sexuelle des publics dits vulnérables, en sachant que, bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, ces différentes thématiques, elles sont souvent en lien. Il y a des éléments qui sont transversaux. Donc là, comme je ne savais pas si je ne m'étais pas renseigné si on avait Internet ou pas, je vais vous montrer des captures d'écran du site, juste pour vous les présenter. Quand on choisit, donc ça c'est la page d'accueil. Voilà, ça c'est la page d'accueil qui nous invite à choisir une thématique. Voilà, je vais choisir ma thématique, donc
les écrans, je vais tomber sur des stratégies probantes qui sont reconnues par la littérature scientifique. Donc, globalement, au niveau de toute la recherche bibliographique qui a été faite, elle a été, disons, pour ainsi dire, mâchée pour aboutir effectivement à une série de grandes stratégies qui sont présentées de cette manière dans les sites. En cliquant sur une stratégie, c'était, je pense, plutôt la stratégie sur c'est-à-dire être plutôt sur la mise en œuvre des activités interactives. On tombe sur une série de leviers, donc un autre niveau d'information, avec effectivement après ensuite une description de comment on peut s'y prendre avec des exemples concrets qui permet en quelque sorte de mieux illustrer comment on peut mettre en pratique, du coup, concrétiser les leviers. Il y a ensuite aussi, bon, tous les ressources documentaires, ils sont présentes donc dans les sites et aussi des exemples d'actions. Il s'agit de fiches de capitalisation. Alors, je ne vais pas trop vous dire qu'est-ce que c'est une fiche de capitalisation ou la capitalisation en général, parce que voilà, il y aura ensuite Béatrice qui va vous présenter ces éléments-là. Mais effectivement, là, vous savez, il y a un groupe national de capitalisation. On s'est basé sur la grille qui a été élaborée dans les cadres de ces groupes pour faire des capitalisations d'actions qui ont été sélectionnées à partir de critères par un comité de pilotage et qui vont permettre d'illustrer un peu plus dans les détails de quoi voilà, comment on peut mettre en place des actions. C'était une démarche du coup qu'on a intégrée au site Savoir d'intervention, mais qui s'appelle plutôt Bonne idée, pratique prometteuse en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est une démarche de recensement d'actions. Ces actions, on les a appelées de prometteuses parce qu'elles répondent à des critères de validité reconnus par la recherche scientifique. Ils ont été sélectionnés par des chercheurs et des professionnels, par un comité de pilotage composé des chercheurs et professionnels des terrains. Donc, les sites à vocation, hein, là, si on reprend un peu visuellement les cycles de vie d'un projet, à voilà, pouvoir appuyer sur différentes étapes. Donc, comme par exemple la définition des objectifs, donc bien sûr il y a l'objectif général, mais au niveau déjà des objectifs spécifiques, un peu plus opérationnels, ben, les stratégies déjà peuvent aider à construire effectivement son projet. Ensuite, dans les choix, bien entendu, de leviers d'intervention, et aussi à la façon dont on peut planifier. On peut s'en servir éventuellement aussi pour une évaluation théorique de l'action, c'est-à-dire moi j'ai déjà mis en place mon action, je peux aller chercher dans les sites si effectivement ce que j'ai fait correspond quand même à des leviers qui sont reconnus par la littérature et les savoirs de professionnels. Donc, je passe assez vite, on rentre un peu plus dans le contenu, en sachant que moi, je ne suis pas un expert de questions des écrans. J'ai donc coordonné effectivement la démarche sur ces différentes thématiques. Du coup, j'espère de ne pas décevoir si vous cherchez des réponses à ces niveaux-là. Mais du coup, donc, qu'est-ce que, au niveau un peu plus focus sur cette question des écrans, donc, sachant qu'au niveau du site, on s'est concentré plutôt sur l'accompagnement au niveau de 0-18 ans. Voilà. Bon, après, quand on parle de 0, 3 ans, 5 ans, c'est plutôt les parents. Donc, on est arrivé à toute une série de constats que vous connaissez déjà très bien. Donc, un premier enjeu qui est celui de l'évolution des supports qui s'accompagne aussi à l'évolution des interactions. Il y a des innovations technologiques qui sont assez rapides et qui modifient les rapports aux écrans. Si on schématise, on peut constater, ça c'est un avis de l'Académie des sciences, que
il y a effectivement eu un passage de grands écrans collectifs qui étaient situés sur l'espace public avec des contenus peu nombreux à imposer. Hein. Voilà, il y avait en Italie, il y a quelques temps, il y avait juste, je sais pas, 5 chaînes de télé. Là, il y en a 3000. En France, c'est pareil. Du coup, voilà, au cinéma aussi, en tout cas, des contenus qui étaient quand même peu nombreux à imposer. Donc, on n'avait pas énormément de choix avec, voilà, de plus en plus des écrans qui sont de plus en plus intimes, c'est-à-dire, voilà, ils sont personnels, son propre smartphone, son ordinateur, avec des contenus abondants, diversifiés, avec lesquels aussi on peut interagir. On peut interagir avec ces contenus, on peut les transformer. Notamment aussi, il y a les réseaux sociaux, ce qui pose effectivement toute une série de problèmes au niveau de la question de l'accompagnement à l'usage raisonné des écrans. Ces technologies sont aussi assez combinées entre elles. Hein. On peut utiliser aussi la télé comme des ordinateurs, regarder la télé dans des tablettes. Et avec des évolutions assez rapides, donc souligne toujours cet avis de l'Académie des sciences avec 2 jeunes qui s'y repèrent avec moins de difficultés que les adultes. Alors, je mettrais un petit bémol par rapport à cette affirmation, c'est-à-dire que je ne sais pas si les jeunes ils se repèrent mieux. Ils ont peut-être un peu plus dextérité par rapport à certains outils, disons, technologiques. Mais après, bon, la question de s'y repérer, c'est peut-être encore différente. Ce qui est important de mettre en avant, c'est aussi l'effet que on sous-estime au niveau de ce qui est disponible en termes d'accompagnement aux écrans ou des réflexions, parce que là, vraiment, on est dans les données du problème. Voilà, il y a les données du problème. Elles nous permettent d'avoir des éléments de compréhension pour pouvoir envisager ce qui serait bien de mettre en place, mais on n'est pas encore au niveau des données des solutions, c'est-à-dire comment s'y prendre pour répondre à ces problématiques-là. Donc, l'effet qu'on sous-estime les rôles des vulnérabilités sociales qui interfèrent de façon majeure dans les rapports aux écrans à cause de toute une série de conditions, et donc l'effet que tous ces facteurs peuvent rendre difficile la compréhension du numérique, l'éducation aux usages des écrans et aussi la distance critique qui implique tant les enfants que les parents. Donc, juste pour vous faire un exemple, par exemple, si on commence à suggérer à des parents que il faut que leurs enfants ne soient pas tout le temps en face de la télé et que ça serait bien qu'ils puissent sortir, jouer à l'extérieur, et ben, si je suis voilà, un père qui habite avec son enfant, je sais pas, dans un quartier où ça craint, hein, permettez-moi cette expression, bah, je suis plus content que mon enfant il passe son après-midi devant la télé parce que moi je travaille et je ne vais pas m'en occuper plutôt qu'il se balade dans les quartiers. Donc il y a vraiment un enjeu aussi au niveau d'un travail sur les environnements. Donc ça, un peu pour vous redire les enjeux, je passe assez vite. Donc, il y a effectivement des conséquences multiples. Il y a cette idée effectivement des usagers, de jeunes usagers qui sont techniquement bien plus avancés que les adultes qui devraient les accompagner. Pourquoi on insiste sur cet aspect-là? C'est parce que souvent, euh, ceux qui travaillent dans la promotion et dans l'éducation aussi, euh, ils ne se sentent pas légitimes à se lancer sur ces questions des écrans. Genre globalement, si ils commencent à se dire bah il faut parler en classe, à commencer à aborder un certain nombre de questions par rapport, par exemple, aux questions de réseaux sociaux, à l'accès à certains types d'informations, pornographie, etc. Ils ne se sentent pas légitimes parce qu'ils disent, bah, eux, ils y connaissent beaucoup plus que moi. Je vais je vais quand même pas m'aventurer là-dessus. Et aussi, voilà, on trouve dans ce domaine-là une grande quantité d'informations, parfois sans consensus et biaisées aussi souvent par des intérêts commerciaux.
Donc, il y a un certain nombre de, disons, clés de, pardon, un certain nombre de grands principes clés qu'on peut dégager de la littérature. Je ne vais pas spécialement les détailler. C'est qu'on a donc essayé de faire au niveau du site Savoir l'intervention. Ça a été en quelque sorte de, comment dire, les matcher ensemble, les mettre en perspective avec des actions déjà existantes, soit voilà, des actions validées, évaluées, soit aussi des savoirs issus de l'expérience professionnelle qu'on a pu recueillir, soit des capitalisations, pour rendre les sites quelque chose de facilement appropriable. Si je suis un porteur de projet qui veut mettre en place quelque chose au niveau des écrans. Donc, comme je vous disais, il y a différentes stratégies. On peut en parcourir quelques-unes, comme par exemple l'implication des parents. Il y a la question, par exemple, de la levée, qui est effectivement mise en avant et qui peut-être peut consister dans l'effet de justement pour mieux aller vers les parents, c'est greffé en quelque sorte à c'est greffé à des activités, à des événements festifs déjà existants qui habituellement rassemblent la communauté et en proposant deux activités d'éducation à l'usage raisonné des écrans, à la confrontation aussi intergénérationnelle, des escape games, retro gaming. Je ne sais pas si vous voyez, retro gaming, c'est les, des événements dans lesquels voilà, plutôt les parents ils apportent leurs vieux jeux consoles, voilà, et font expérimenter les enfants. Donc l'idée, il y a quelque chose qui s'est décalé au niveau de la diapo, mais c'est pas grave. Soutenir la parentalité numérique, donc avec l'idée effectivement de donc donner éventuellement des formations sur des outils effectivement de contrôle parental, mais il ne faut pas contrôler pour contrôler. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger aussi autour de ce qui se passe. Par exemple, si un enfant il est exposé à des contenus inadaptés, accompagner donc les parents à voilà, prendre de la confiance par rapport à leurs aptitudes à pouvoir éduquer autour de ces questions numériques. Il y a, du coup, je perds là. Donc, il y a, j'ai des mémoires, du coup, parce que je ne le vois plus, de l'idée de créer des espaces, effectivement, d'échange pour les parents. Ça va permettre, en tout cas, aux parents de prendre comme le rôle du modèle de parental, il est en tout cas reconnu. Des espaces d'échange entre que parents permet aux parents de pouvoir échanger et prendre du recul par rapport à leur propre pratique. Par exemple, en réfléchissant autour, bah, moi, combien de temps moi-même je passe avec mon téléphone, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça apporte. C'est clair que si on fait ces temps-là avec les enfants, ça va, comment dire, ça va péter parce que les écrans aussi sont générateurs des tensions, effectivement, en famille. Il y avait, par exemple, aussi, alors, je suis en train de revenir en arrière, pardon. Voilà, bah, ça justement, je l'ai dit. Euh, 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 voilà, aussi la possibilité de faire installer aux parents une application de gestion du temps pour eux-mêmes, pour eux, voir objectiver un peu les temps qui passent autour de cela. Après, avec justement des groupes de parole pour accompagner, pour ne pas être effectivement dans le jugement. Il y avait par exemple l'idée de s'appuyer aussi sur les liens parents-enfants. Par exemple,
via la mise en place d'ateliers animés par les enfants autour des usages du numérique, par exemple à travers l'expérimentation des jeux vidéo ou d'autres jeux pour que les parents ils puissent comprendre aussi qu'est-ce que cela apporte à leurs enfants. Et là, par exemple, c'est un peu comme l'histoire, voilà, on va s'appuyer sur les pères, mais voilà, on ne fait pas ça comme ça, il faut choisir justement les pères. Là, par exemple, on ne peut pas, en tout cas, ça marche assez mal si on fait ça avec parents et enfants de la même famille. Et il faut les mixer parce qu'autrement, ça part en cacahuète là aussi parce il y a déjà des tensions qui sont au sein de la famille et du coup, ça se passe pas bien. Mais en ayant un enfant qui est pas mon enfant, mais qui me dit, bah voilà, moi je trouve ça aussi, ça permet aux parents de dire, ah bah oui, mon enfant, effectivement, lui aussi, du coup, ça permet en tout cas de relativiser par rapport à toute une série de comportements. Il y a la question des actions sur les environnements. Je passe assez rapidement parce que mon temps il vient de terminer. Et en tout cas, ce sont tous des éléments que vous retrouvez dans les sites. Former les professionnels au niveau du domaine scolaire, pas forcément tout le monde parce que voilà, il y a aussi des contraintes, mais créer effectivement un groupe de référents à ces questions, faire les liens justement avec les questions de rythme de vie et de manière générale euh, garder quand même une approche positive, c'est-à-dire ne pas être sur des messages assez vagues sur les risques des écrans en mettant tout dans le même panier, mais justement en essayant de mettre en place toute une série d'activités qui peut permettre de prendre du recul et de réfléchir de manière plus constructive par rapport à cette question des écrans et notamment aussi les développements de CPS avec une attention aussi à la littérature, la question des littératies dans les messages qui sont portés. Donc voilà, je vous ai dit déjà au niveau de l'approche positive. Je suis allé un peu vite, désolé, je me suis rendu compte que j'étais en train de terminer mon temps, mais voilà, c'était plutôt pour vous illustrer qu'est-ce que vous pouvez trouver au niveau du site, en sachant, comme je vous disais, qu'il y a aussi la question des compétences psychosociales qui est abordée, de la nutrition qui fait les liens aussi avec les écrans quand on parle de nutrition, rythme de vie, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi l'activité physique, qui n'est pas que le sport. Et aussi, là, plus récemment, les questions de santé sexuelle. Mais voilà, dans lesquelles on ne trouve pas trop des éléments pour les enfants parce que ça s'est concentré pour demander l'ARS sur les publics en situation de handicap, personnes âgées, donc des publics assez spécifiques. Je pense que j'ai terminé mon temps parce que j'avais mis un chronomètre. Je ne m'étais pas chronométré chez moi, je le fais maintenant. Du coup, j'aurais dû le faire à la maison, mais c'est pas grave. Vous avez encore 3-4 minutes. D'accord, non, mais je pense que si vous voulez, donc là, c'est vraiment des grands éléments. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller voir comment tout ça, ça peut se traduire. Au niveau du site, les exemples, ils sont assez évocateurs. C'est pas hyper illustratif non plus, sinon on aurait fait quelque chose d'énorme et bon, du coup, on aurait perdu un peu le côté pratique pour l'utilisateur. Mais il y a quand même des fiches de capitalisation qui sont intégrées dans le site au niveau là où c'est utile sur certaines actions. Et aussi, du coup, les liens avec les sites CAPS, duquel Béatrice et d'autres vont vous parler après la pause repas. Merci. Merci.